Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le talk de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, nous avons un sujet important, j'allais dire crucial. Nous allons parler d'aménagement du territoire et nous le faisons à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu ici à Libreville au Gabon. Un colloque pendant lequel on a beaucoup parlé d'aménagement du territoire et je peux vous donner déjà le thème de ce colloque, géopolitique de l'aménagement du territoire, Libreville et le désert gabonais. Beaucoup de choses à dire là-dessus et nous avons pour ce faire le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Jean-Claude Ndongba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire que vous êtes un spécialiste de géographie urbaine et de géopolitique. On peut parler un peu de vous avant d'aborder les questions relatives à l'aménagement du territoire. Comment est-ce que vous êtes devenu spécialiste, justement, de géographie urbaine et de géopolitique? Écoutez, merci. C'est toujours inconfortable de parler de soi-même, mais très rapidement. Alors, j'ai préparé une thèse de doctorat en géographie urbaine à l'université de Nantes en France, qui portait sur le thème croissance urbaine, équipement collectif et organisation de l'espace urbain de Libreville. Alors, à la base, j'ai une formation pluridisciplinaire. J'ai dû faire des études de sciences politiques de la défense. J'ai même passé un diplôme de communication à l'Institut français de presse. Donc, mais c'est intéressant. Tout à fait. Alors, une fois ici, au Gabon, j'ai donc mis en place, avec le concours des autorités municipales de l'époque, l'atelier d'urbanisme de la ville de Libreville, en abrégé OVIL. Et donc, vous imaginez bien que dans ce cadre-là, j'ai dû réaliser pas mal de projets de recherche. Et l'un de ces projets, ça a été la conception du projet d'adressage de la ville de Libreville, dont on peut voir la matérialisation actuellement dans les rues de la capitale gabonaise. Et c'était pas tout, il y avait aussi... Nous avons effectivement créé avec mon ami et aîné, le professeur Opivia, Marc Louis, le Centre d'études et de recherche en géopolitique et prospective, le CERGEP, dont le rayonnement international est reconnu. Et qui existe toujours. Et qui existe toujours à l'université Omar Bongo. C'est quoi l'aménagement du territoire? C'est une expression qu'on entend régulièrement et depuis longtemps. Et bon, ce serait intéressant d'avoir l'explication avec le spécialiste que vous êtes. Écoutez, l'aménagement du territoire se définit comme l'ensemble des actions localisées qui visent à, obtenir une utilisation optimale de l'espace. Alors, les actions en question portent aussi bien sur les infrastructures, les équipements de superstructure, les services spécifiques, les activités et les hommes. Et les enjeux géopolitiques tiennent au fait que il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu pour pouvoir développer le territoire. Et souvent, ces acteurs n'ont pas les mêmes logiques d'intervention. Pour vous prendre un exemple, il y a des acteurs institutionnels. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'État et, par exemple, les collectivités locales, qui ont des logiques spécifiques. Un maire... Un maire a une logique d'intervention qui est distincte de celle du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, pour ne prendre que cet exemple-là. Et vous arrivez au niveau de la société civile, il y a des opérateurs économiques qui ont un souci de rentabilité économique, qui ont donc une logique tout à fait différente des acteurs institutionnels. Il y a aussi la population elle-même qui a sa propre logique de fonctionnement et d'intervention dans l'espace dans lequel elle vit, cette population-là. J'ai envie de dire, n'y a-t-il pas un espace où tout le monde puisse se retrouver?
et l'institutionnel, et la population, et l'opérateur économique, et le responsable, le décideur politique local? Ça fait partie des débats que nous avons pu avoir dans le cadre de ce colloque. On s'est aperçu que l'émiettement des centres de décision pose problème. Donc, il faut créer des cadres de concertation qui permettent que tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient des opérateurs économiques ou des citoyens, puissent être impliqués dans le champ de réflexion et dans le champ d'action. Voilà un peu la piste de réflexion. Et avoir tous le même centre d'intérêt. Oui, parce qu'il y a toujours des points de convergence à identifier. Parce qu'entre nous, soit dit en passant, qui serait contre, objectivement, que l'on mette en place dans une ville un marché. Mais simplement, si l'on installe un marché, qui est un équipement collectif, dans un quartier, dans une démarche, j'allais dire, autoritaire, péremptoire, pourrait-on dire, à ce moment, ça pose un problème d'internalisation ou d'adhésion au projet. Parce que les populations qui n'ont pas été associées dans une démarche participative à l'élaboration, donc à la définition des besoins, qui sont les besoins de population, peuvent effectivement rejeter le projet. Et ça crée donc des conflictualités que nous avons essayé d'analyser. Ok, tout à l'heure on va en reparler, mais est-ce qu'on peut dire que insuffler le développement, c'est aménager le territoire? Le développement se déroule sur un territoire. À partir du moment où il y a des projets de développement qui sont réalisés sur un territoire, on participe à la structuration du développement du territoire. Alors, oui, dans le libellé du colloque, on dit géopolitique de l'aménagement du territoire, Libreville et le désert gabonais. Il y a des choses qui sont presque incompréhensibles dans la mesure où Libreville et le désert gabonais, ça fait un peu bizarre dans la mesure où le Gabon, c'est un pays de grandes forêts. Voilà. Alors, notre démarche, elle est simple. On a défini l'aménagement du territoire, on a compris les enjeux géopolitiques qui sont liés au fait qu'il y a une multitude d'acteurs et qui ont des logiques différentes. Donc, il faut avoir une analyse qui permette de cerner, justement, le rôle des différents acteurs et les logiques qui sous-tendent ces rôles-là. Maintenant, le désert gabonais, Libreville et le désert gabonais, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que, à l'origine, le mot désert désigne, n'est-ce pas, un lieu inoccupé par l'homme. Ah non, on a pensé tout de suite à un lieu sans végétation. À l'origine, ouais, ça désigne un lieu inoccupé par l'homme. sans végétation et sans... Aujourd'hui, le sens, l'adjectif, plus exactement, l'adjectif désert conserve ce sens-là. Mais c'est le nom désert qui est appliqué aux régions de faible précipitation, donc des régions semi-arides. Cela dit, le désert Libreville, le désert gabonais, fait référence en réalité à un ouvrage qui a été publié en 1947 en France par Jean-François Gravier. Face à la problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est celle de la désertification du territoire national. Vous vous rappelez qu'au début des années 50, suite à la publication de cet ouvrage magistral, doit-on reconnaître, il y a eu véritablement une série de réformes territoriales pour corriger les disparités de développement qui ont pu être observées dans le cadre du territoire français. Alors, en empruntant cet intitulé à Jean-François Gravier, nous avions l'ambition d'espérer que nous aurions des retombées aussi bénéfiques que la France des années 50. Alors le désert pour ne gabonais, rien vous cacher. Le désert gabonais, moi je ne me retrouve toujours pas. Pourquoi Libreville au désert gabonais? Pour une raison simple, c'est que tout le monde peut faire le constat dans notre pays que si on regarde le rapport démographique entre l'espace rural et l'espace urbain au Gabon,
eh bien, la démographie gabonaise est en faveur de l'espace urbain, ce qui contraste avec les pays dits en développement. Nous sommes dans un rapport aujourd'hui de 85-15 entre les urbains et les ruraux. Et au-delà de l'espace, donc des statistiques démographiques, il y a une concentration des infrastructures, des structures de l'économie au niveau de Libreville particulièrement et des centres urbains. Ce qui pose donc un problème dans le déséquilibre de l'aménagement du territoire entre les villes, notamment la polarisation dans Libreville, qui est une macrocéphalie urbaine et démographique, et le reste du territoire. Alors, notre objectif en tant que géographe, expert donc de l'aménagement du territoire, expert du domaine spatial, c'est de se réunir et de penser comment on peut parvenir à un rééquilibrage ou à un équilibre territorial entre Libreville et le reste du territoire. Parce que vous conviendrez avec moi que la concentration démographique qu'il y a à Libreville pose des problèmes sociaux, pose des problèmes infrastructurels, pose à la fois des problèmes économiques. Et donc, nous voulons savoir comment, à partir de Libreville, penser l'ensemble du territoire gabonais. Et on est dans une ville, Libreville. On va parler aussi du phénomène des villes africaines. Et Libreville est un bel exemple, justement. On a l'impression que les villes africaines n'ont pas de normes. Non, ce que vous dites est conforme à une réalité. Point de vue limite, par exemple, limite territoriale, la ville s'étend, elle s'étend et elle s'étend. Moi, je prends Libreville, elle s'arrêtait en 1980 à une zone bien précise. Aujourd'hui, elle s'est étendue. Je prends Abidjan, c'est la même chose. Et il n'y a pas de... C'est pas circonscriant. Oui, je disais tout à l'heure, avant votre nouvelle intervention, que Libreville est une ville capitale. Il faut quand même se rendre à l'évidence. La réalité que vous convoquez est une réalité qui doit être questionnée. La ville africaine fait référence à une valeur importée. Ce sont des villes coloniales pour la plupart d'entre elles. En tout cas, Libreville est une ville coloniale, ville d'essence coloniale. Il faut donc avoir à l'esprit le lien génétique qui existe entre la ville africaine de cette catégorie-là et l'État. Parce que c'est l'État, en règle générale, qui détermine, n'est-ce pas, qui définit quel est le territoire qui doit être urbanisé et reconnu comme tel. À partir du moment où la ville n'est pas créée sur la base des valeurs cytologiques, des potentialités de développement, des potentialités économiques, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de cacophonie spatiale. Alors, l'étalement, parlons-en, l'étalement des villes africaines procède de quoi? D'un dépassement par les institutions, n'est-ce pas, de la dynamique interne des villes. Parce qu'il n'y a pas un aménagement rationnel qui précède l'installation des populations. Les gens arrivent, issus de l'exode rural, arrivent en masse dans la ville capitale qui concentre l'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité des équipements et des infrastructures. Et dès lors que ces populations sont installées dans les quartiers qu'elles créent, l'État essaye de rattraper comme il peut. Ce n'est pas la bonne méthode. C'est pour cela que dans le cadre du colloque, nous avons pensé qu'il fallait faire un choix. Un choix. Le choix qui porte sur un modèle d'aménagement du territoire fondé sur le polycentrisme. C'est-à-dire qu'il faut penser d'abord... Il faut penser d'abord à la création des centres de développement, des pôles de développement, qui vont porter le développement du territoire. D'accord? Et sur un mode décentralisé. Un mode décentralisé normatif. Parce que il est quand même, je dirais, préjudiciable pour l'émancipation des populations urbaines. Leur bien-être, oui. Pour leur bien-être. Que des gens s'installent dans des quartiers où il n'y a aucun équipement. Et lorsqu'on s'adresse maintenant aux opérateurs économiques qui auraient dû faire partie d'une structure de concertation,
On demanderait par exemple dans le cas du Gabon à la SEG de pouvoir étendre son réseau dans ces quartiers sous-intégrés. Il y a des problèmes de voirie, de desserte de ces quartiers qui se posent. On va demander à une société de collecte des ordures d'aller dans des quartiers qui ne sont pas désenclavés, ça pose problème. Donc il faut réhabiliter, de mon point de vue, la planification territoriale et surtout la planification stratégique du territoire. Alors c'est quoi la cause? Ce sont les politiques qui se laissent dépasser par la pression démographique? Les causes sont multiples. On va en identifier les plus importantes? Deux que j'estime essentielles à la compréhension du phénomène. Il y a d'abord et avant tout l'abandon des zones rurales. Parce qu'on a créé des villes secondaires qui, de mon point de vue, auraient dû jouer un rôle d'intermédiation entre le monde urbain et le monde rural, en constituant des centres de diffusion du développement économique, ce qui n'est pas le cas. Donc, les gens sont considérés dans les villages comme étant des réserves de main-d'œuvre pour accéder aux emplois non agricoles, pour lesquels ils n'ont pas toujours la formation requise. Donc ces gens viennent s'installer dans les centres urbains et notamment à Libreville en ce qui concerne le Gabon. Ça pose problème. Le deuxième problème qui peut se greffer à celui-là est celui de l'éducation urbaine. Comment voulez-vous, monsieur Aboké, que quelqu'un qui revient du village, qui n'a jamais été dans un centre urbain, qui passe par-dessus la ville secondaire, qui est à proximité de son village, pour arriver directement dans un centre aussi gigantesque que Libreville, puisse s'adapter parce qu'il n'a pas un minimum d'éducation urbaine, j'entends. Vous savez, il y a un célèbre maire de la ville de Libreville, pour ne pas le citer, Lubin Martial Tutumbam, qui disait dans les années 80 que tout le monde n'est pas fait pour vivre en ville. Il le disait de façon polémique, simplement parce qu'il était un peu dépassé par le comportement des populations. On dit comportement incivique, mais qu'a-t-on fait pour encadrer les populations? On devrait avoir des zones de transition urbaine. La ville d'Antoum, par exemple, elle aurait dû combien de kilomètres de Libreville? À 45 km de Libreville. Aurait pu jouer ce rôle, le rôle d'intermédiation. Mais on vient, on la dépasse et on atterrit à... Directement, parce qu'il y a une sorte de déficience infrastructurelle. Justement, au niveau des insuffisances d'équipement, aujourd'hui, on a des quartiers, vous avez utilisé l'expression, sous-intégrés, donc des quartiers, des zones urbaines, mais sans école, sans marché, sans dispensaire, etc. C'est des zones dans lesquelles se trouve, j'allais dire, l'essentiel de la population, mais malheureusement, sans tout ce qu'il faut, sans les commodités. Oui. Vous me faites là un rappel de ce qui a été, qui a fait l'objet de communication scientifique et qui a été débattu au cours du colloque. Mais à l'évidence, c'est une carence généralisée. Une carence généralisée. Parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'il fallait à l'arrière-pays, que Libreville subit les contre-coups, justement, de cette déficience, de ces carences. Carences infrastructurelles, carences économiques. Tiens, je vais vous raconter quelque chose, puisque j'ai mené avec mes étudiants une étude dans une ville secondaire du Gabon qui s'appelle Lambaréné. Il y a eu ce qu'on appelle un programme d'investissement dans le domaine des infrastructures locales, le PEDIL, à Lambaréné. Officiellement, il s'agissait de mettre en œuvre un projet collectif, avec une démarche participative. Un projet dans quel domaine? Dans le domaine de la mise en place des ouvrages collectifs. Ah d'accord. Dont l'ouverture des voies nouvelles pour désenclaver les quartiers, pour permettre une interaction entre les différents pôles de la ville, donc qui sont les sous-ensembles de la ville. Ce qui fait un système urbain, vous le savez sûrement, c'est sa complexité et son ouverture. Et si le système urbain n'est pas ouvert, s'il n'y a pas en plus des interactions
entre les sous-systèmes, le système va mourir. C'est ce qu'on appelle le déclin urbain. Parce que la ville, comme l'homme, peut mourir. Le problème, c'est que la ville ne meurt pas, vraiment. Il y a des villes qui ont disparu. Je vous l'apprends. Il y a des villes qui ont disparu. Vous savez, une ville, elle naît, elle croît, donc elle se développe, et elle peut mourir. Ah. Regardez au niveau du Gabon, au niveau du sud-est. Mais je vous laisse terminer, Lambaréné. Oui, puisque vous m'avez interrompu, permettez que je revienne là-dessus, et puis après je reviendrai, je repasserai sur Lambaréné. La ville de Mounana, y a-t-il eu, après l'extinction du gisement, y a-t-il eu des activités alternatives qui ont été planifiées? La réponse est non. C'est une ville fantôme. C'est une ville fantôme. Voilà. Donc si vous ne faites pas attention au processus de développement d'une ville, vous risquez un jour d'assister au déclin de la ville. C'est pour ça qu'on parle de plan de revitalisation de la ville. Alors, pour revenir à Lambaréné, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que cette expérience soit capitalisée, on s'est aperçu que les populations destinataires des ouvrages, donc des projets, n'étaient pas associées à l'élaboration, à la définition du projet, à la définition des besoins. Ce qui fait que des gens qui s'attendaient à ce que l'on puisse procéder à l'ouverture des voies nouvelles se sont aperçus que leurs besoins n'ont pas été pris en compte par la centrale, le comité qui pilotait la mise en œuvre du projet. Ils ont demandé l'éclairage public. Ça n'a pas été fait. On s'est contenté de mettre en place un petit marché contre-productif parce que inattendu par les populations, rejeté par les populations. Alors le résultat du processus, au lieu d'avoir une démarche participative, on a eu une démarche exclusive. Et la population ne se sont pas senties concernées. Elles ne se sont pas senties concernées. Elles ont rejeté en bloc. Et si vous arrivez à Lambaréné, vous allez vous apercevoir que tous les équipements qui ont été mis en place, des équipements concernant l'outil de production du manioc, concernant les zones des pompes publiques, tous ces équipements-là sont à l'abandon, ne fonctionnent pas. Il y aurait eu une, comment dirais-je, une organisation de gestion communautaire qu'on aurait eu des résultats différents. Donc, tout cela procède de l'absence de planification urbaine. Ouais. Et donc, on peut dire que le cas de Libreville ressemble à celui de pratiquement toutes les capitales africaines. Tout à l'heure, je parlais d'Abidjan, on peut citer Lomé, Cotonou, etc. C'est pratiquement le même phénomène qui sévit. Alors, je voudrais vous faire réagir aussi sur un autre problème dont on n'a pas parlé, c'est la culture. Est-ce que dans les villes africaines, il y a quelque chose qui transparaît, qui nous ramène à nos différents éléments de culture? Parce que quand on regarde une ville européenne, il suffit de jeter juste un coup d'œil sur une photo et puis on sait que c'est une ville européenne. Mais chez nous, c'est pas la ville européenne. Est-ce qu'on peut parler de villes africaines dans ce fouillis-là? Une sorte de fouillis qui est là et qui... Je voudrais d'abord m'excuser pour mes collègues africains qui se trouvent dans d'autres pays, comme le Sénégal, parce que nous avons pas mal de collègues avec qui nous travaillons, au Cameroun et ailleurs, parce que je ne peux parler que du cas du Gabon, parce que c'est le champ. Mais les cas sont pratiquement similaires. Pas toujours, parce qu'il y a quand même des Moi, je prends le cas d'Abidjan, que je connais très bien. C'est la même chose. Les phénomènes que vous avez décrits, quelqu'un arrive du nord, de l'est, de l'ouest, direction Abidjan, on saute tout, et puis Abidjan grossit et grandit, sans tout ce qu'il faut comme commodité. Bon, je me garderai vraiment de généraliser. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de points communs. Il y a quand même des points communs. Oui. Il y a des points communs. Mais il faudra encore avoir une approche comparatiste pour voir quels sont les points de convergence ou de ressemblance, les points de divergence ou de dissemblance. Mais je voudrais quand même parler du cas des villes gabonaises. Vous avez raison. J'ai posé le problème de la culture. Vous avez raison.
vous avez raison de relever que nos villes manquent d'âme. La culture devrait se lire où? À quel niveau? Au niveau de l'architecture. L'architecture d'une ville. Je vous ai dit tout à l'heure que la ville était une valeur importée. Donc, il y a des normes urbaines auxquelles nous ne saurions nous soustraire. Ce qui peut relever de notre identité urbaine propre relève de l'architecture. Or, dans les paysages urbains qui se sont structurés depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, il n'y a rien que l'on puisse déceler qui nous rappelle notre culture. C'est une question de volonté politique et de vision. Je dois vous dire, M. Aboké, qu'une ville, pour qu'elle se développe harmonieusement, globalement et harmonieusement, il faudrait qu'au préalable, on ait défini sa vision développementaliste. Les plans d'urbanisme doivent se conformer à la vision développementaliste. Si, pour Libreville, nous estimons, par exemple, qu'il faudrait lui assigner une fonction internationale, de prestige international, vous imaginez bien que tous les projets infrastructurels, d'équipement de superstructures, comme nous les nuancions au début, les activités même touristiques et autres, seraient conformes à cette vision développementaliste. Or, ce qui arrive, c'est que nous avons des villes qui se créent pour des besoins de quadrillage administratif, j'allais dire politico-administratif, qui n'ont donc pas des projets de développement axés sur leur potentialité propre. Vous connaissez les querelles qui ont suivi la mise en œuvre de la décentralisation au début des années 90 à Libreville, au Gabon en tout cas, les querelles autour des problèmes fiscaux, parce que certaines villes qui avaient été créées n'avaient pas suffisamment de ressources fiscales, et donc ça a créé des petites querelles entre les administrations locales, ce qui n'est pas de nature à fédérer, n'est-ce pas, les intelligences et les moyens d'action. Donc pas de vision. Il n'y a pas de vision. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une vision développementaliste. Pour Libreville et pour toutes les autres villes de l'intérieur, c'est à partir de cette vision développementaliste qu'on peut maintenant élaborer des plans d'urbanisme qui sont des outils. Ça m'amuse beaucoup et je crois que les spécialistes qui me regardent doivent s'en amuser également. Les gens considèrent que un schéma directeur d'aménagement est la panacée. La panacée. Ça ne saurait être la panacée. Un schéma directeur d'urbanisme, d'abord, ce n'est pas un document opposable au tiers. Ça devrait être un élément d'une vision. Ça devrait découler d'une vision. C'est certainement un document qui fixe les orientations développementalistes de la ville. Nous avons d'un côté la vision, c'est le projet, c'est un projet de société, la vision. Nous avons maintenant les outils. Le schéma directeur d'aménagement urbain va fixer les orientations développementalistes de la ville et de ce document-là va découler le plan d'occupation des sols qui, lui, est opposable au tiers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous installer sans respecter les normes urbaines de construction, ce qu'on appelle les prospects. La hauteur et les reculs. Alors, le problème, M. Aboké, le problème, c'est que il n'y a pas de schéma directeur d'aménagement qui soit applicable au moment où je vous parle pour Libreville. Et tout ça fait l'objet de débats, de grands débats, des tables rondes. Ça fait l'objet de grands débats, de débats passionnés, parce que à ce colloque participaient non seulement les universitaires comme moi, mais des experts des ministères. Et je m'en réjouis parce que... Des maires également? Des maires étaient invités, mais se sont fait représenter par leurs collaborateurs des collectivités locales. En fait, il y a eu des échanges très enrichissants. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans... J'anticipe peut-être
par rapport à une question que vous souhaitez me poser. Mais nous sommes dans le cadre d'une alliance objective. Il y a d'un côté les universitaires. C'est le pôle de production des savoirs scientifiques. Et puis il y a de l'autre côté le pôle des savoirs d'usage. Les décideurs. Les experts et les décideurs. Donc nous avons besoin de créer, comme pour les institutionnels, n'est-ce pas, des passerelles entre nous, et je crois que nous avons commencé à le faire à travers ce code. Alors on va en parler parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les scientifiques que vous êtes, vous n'êtes pas une génération spontanée. Vous êtes, il y en a eu dès le début de nos indépendances. Nos pays ont aujourd'hui pratiquement 59, 60 ans. Et donc, comment se fait-il que pendant autant de temps, justement, ce développement spontané-là, sans vision, ait pu continuer sans qu'il y ait le coup d'arrêt, par exemple, le haut-là, par exemple, des scientifiques que vous êtes? C'est une carence. Dans le paysage institutionnel, c'est une carence. Vous savez, mon épouse m'a toujours fait le reproche que j'accepte, pardon de parler de moi-même, mais je dois quand même le rapporter parce que c'est très intelligent comme observation. Elle me pose la question, connaissant notre parcours à nous deux, elle me pose la question de savoir où est la place des intellectuels au Gabon et en Afrique. Dans le développement de... Dans le processus de développement de nos pays. C'est une question que je trouve pertinente, que vous reprenez et dans le assez habilement. Dans le temps, on en rigolait peut-être, mais on disait les chercheurs qui trouvent, on ne trouve pas, mais maintenant on a des chercheurs qui trouvent. Alors les résultats de vos recherches sont là, bien palpables. Comment est-ce que vous les mettez à la disposition des décideurs, j'allais dire? D'autant plus que les décideurs, des fois, ils viennent de vos rangs. Vous savez, vous posez là vraiment une question à laquelle je ne m'attendais pas. Je dois l'avouer. Ah, mais si, alors, quand même. Alors, je dois dire que ce qui est en cause, c'est la frilosité de la corporation. Laquelle des corporations? Des politiques ou des scientifiques? Des enseignants, chercheurs qui sont assis. Nous sommes assis sur des certitudes scientifiques et des rails scientifiques dans nos spécialités, dans les silos, des savoirs segmentés. Alors, tout à l'heure, avant d'entrer en studio, vous m'avez fait part de votre gêne quand vous abordez certains universitaires pour participer aux émissions alors que les antennes leur sont ouvertes grandement. J'ai vu à travers cette observation ou ce rapport l'idée que nous avons peur de prendre la place qui est la nôtre. Lorsque les médias vont contribuer à notre prise de puissance sociale, parce qu'intellectuellement, la puissance est réelle. Mais il faut que nous puissions prendre la puissance sociale. Et les médias peuvent y contribuer valablement. À ce moment-là, le rapport de force, puisque nous parlons de géopolitique, pourrait être favorable à la communauté scientifique. Donc, les recommandations des scientifiques sont connues, mais connues des décideurs. Alors, connues, moi je mets ça en griffe, hein. Connues des décideurs. Est-ce que justement, l'une des difficultés n'est pas celle de mettre à la disposition des décideurs, justement, de faire connaître, justement, les résultats de vos recherches? Si vous avez bien suivi mon raisonnement, oui. Les découvertes scientifiques sont établies. Nous avons une frilosité congénitale, pardon de le dire. Qui s'explique comment? C'est dû à quoi? Dans certains cas par la suffisance, dans d'autres cas par des préjugés, c'est-à-dire que le paysage institutionnel leur paraît défavorable. Il y a un faisceau d'idées reçues, de préjugés, qui crée des impedimenta dans la progression
sociale des intellectuels. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, parmi vous, il y en a qui accèdent à des postes de décision. Il y en a même beaucoup. Ils cessent d'être des universitaires à ce moment-là. Et donc, ils changent de démarche. Je vous prie de faire preuve de discernement. Dès lors qu'un universitaire accède aux fonctions ministérielles, directeur général il est ministre, oui. Il n'est plus universitaire. Donc son raisonnement change à certains égards. Ah, pourtant, on pensait qu'il allait appliquer justement facilement. Moi, oui. J'ai un souhait à émettre. Lequel? C'est que, comme vous, les résultats de nos recherches soient promus. Et pour que ces résultats le soient, nous avons besoin des médias pour créer un rapport de force. La belle radio et télévision est disponible. Le rapport de force devrait nous permettre d'avoir une meilleure prise en compte du rôle que les intellectuels doivent jouer dans notre pays. En tout cas, dès lors que les gouvernants se rendront compte que les médias nous aident à promouvoir, n'est-ce pas, les résultats de nos recherches et de nos réflexions scientifiques, je crois qu'ils seront un peu plus regardants. Je préfère avoir cette vision optimiste plutôt qu'une vision conflictualiste. Voilà, surtout qu'il n'existe pas de pays, comme on dit, qui puisse se développer sans la recherche scientifique, la recherche technologique. Bon, maintenant, docteur Jean-Claude Ndomba, qu'est-ce qu'il faut faire? Nos villes sont quand même là. Elles existent. Je prends le cas de Libreville dont vous avez parlé. Libreville existe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il laisser Libreville dans ses difficultés et créer des villes nouvelles? Et même si l'option c'est de créer des villes nouvelles, faut-il laisser les anciennes avec leurs difficultés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener les choses à des normes, j'allais dire, au niveau de nos villes? Nous parlions tout à l'heure du déséquilibre territorial, n'est-ce pas? Dont les manifestations se déclinent en 3 situations au Gabon. Premièrement, l'hypermétropolisation de Libreville et le déséquilibre de l'armature urbaine. C'est un problème. Il y a la symétrie des relations ville-campagne et les conséquences sur le développement rural. Il y a les marginalités territoriales à l'échelle de l'espace national. Alors tout ça a fait l'objet de communication et de débats. Alors les villes, aujourd'hui, les villes du Gabon appellent une reconfiguration, une redéfinition de leurs moyens de déploiement. Prenons le cas de Libreville qui souffre du poids excessif de sa population, qui engendre des conséquences spatiales vraiment terribles et terrifiantes. Qu'est-ce qu'il faudrait envisager? Il faut envisager de reconfigurer le territoire de Libreville. J'ai, à titre personnel, proposé une idée qui a été débattue au cours du colloque pour repousser les limites, reconsidérer les limites du périmètre actuel de Libreville pour en garantir une cohérence territoriale. Vous avez à l'ouest de Libreville l'océan, n'est-ce pas? Il faudrait pouvoir trouver, au nord, il y a les limites naturelles, au sud également, l'Aloé. Il faudrait pouvoir trouver, à 27 km de Libreville actuelle, n'est-ce pas, une limite naturelle à l'est de Libreville. Limite naturelle formée par la confluence des 2 Ikoy, les 2 cours d'eau, Ikoy Komo et Ikoy Monda. À l'intérieur de ces limites-là, du PK8 au PK27, on pourrait maintenant, puisqu'on a cette vision de résoudre les problèmes des quartiers sous-intégrés, on pourrait maintenant céder les terres comprises dans ce périmètre de Libreville à la municipalité. Parce qu'il faut, ce qu'il faudrait, c'est la gestion de proximité. C'est pour cela qu'on parlait de modèle d'aménagement décentralisé. Si la mairie jouit de la faculté de gérer ses propres terres à l'intérieur de ses limites, elle pourrait programmer le développement de son territoire. On ne peut pas gérer un territoire dont on n'a pas la maîtrise du foncier. C'est illogique, proprement illogique.
Mais en même temps, c'est des petites bombes qu'on va mettre dans les mains des maires. Si c'est pas bien encadré. Oui, c'est pas bien encadré. C'est le rôle de l'État qui exerce la exploser. tutelle, non? Ouais. Je suis désolé de vous faire observer que l'État exerce la tutelle administrative sur les collectivités locales, la tutelle financière, même s'il y a l'autonomie financière, mais la tutelle financière et économique par le ministère des Finances et de l'Économie. Donc, le problème, c'est un problème de volonté et de réalisme aussi, parce qu'après tout, l'État, c'est une mosaïque de collectivités. Il n'y a donc pas de relation conflictuelle à avoir entre l'État central et les collectivités, puisque les collectivités sont plus au courant des besoins de leur population. Il faut donc arriver à céder aux collectivités locales les terres dont elles ont la charge. À ce moment-là, pour Libreville, pour y revenir, qu'est-ce qui se passerait? Les municipalités, qui désormais ont la faculté de gérer le foncier, vont donc s'armer des outils d'urbanisme. Par exemple, la zone d'aménagement différé, on dit ZAD. La ZAD a ceci de particulier qu'on n'est pas obligé d'aménager les terres immédiatement. Ça veut dire c'est une zone d'aménagement différé, ça veut dire ce que ça veut dire. On prend le temps de le faire. On prend le temps de le faire. La mairie va donc constituer des portefeuilles fonciers. Ça obligerait toutes les personnes qui ont investi dans l'immobilier, dans la zone concernée, à faire la déclaration d'intention d'aliéner leurs biens. Ils la font, cette déclaration, auprès de la municipalité de Libreville. La mairie qui, progressivement, va acquérir ces terrains pour des projets futurs qui tiennent compte de la vision qui a été redéfinie, j'y insiste, parce que c'est important d'avoir la vision. Absolument. Alors, va donc mettre en œuvre des projets sectoriels d'aménagement. Ce qui pose problème, c'est que l'État ne peut pas assurer le suivi des aménagements sectoriels. Parce que c'est quelque chose qui se passe à la dimension, à l'échelle du quartier. Et ça relève de la compétence de la collectivité locale. Donc là, nous avons un bel exemple de ce que pourrait être Libreville dans quelques années si on prend cette direction qui est de reconfigurer les limites actuelles de Libreville et de pouvoir constituer des portefeuilles fonciers dans la zone qui est comprise entre le PK8 actuel et le PK27. Ça donne la possibilité de procéder à l'aération du tissu urbain actuel qui est asphyxié dans les quartiers sous-intégrés et proposer de façon valorisante aux citoyens de s'installer dans ces zones-là, de façon avantageuse, puisque du coup, certains d'entre eux, pour ne pas dire la quasi-totalité d'entre eux, pourront accéder à la propriété foncière par ce mécanisme. En attendant, par exemple, on voit dans certaines communes une chasse aux vendeuses, aux marchandes qui sont aux abords des rues. C'est vrai qu'on leur demande de quitter ces sites-là, mais pourquoi en retour dans des zones où il n'y a pas de marché, par exemple? Je prends la commune dans laquelle nous sommes ici, peut-être que je ne la connais pas bien, mais bon, j'ai vu les agents municipaux traquer pratiquement toutes ces bonnes femmes qui sont aux abords des routes. Elles n'ont pas le droit d'y être, on les a laissées quand même s'installer, mais qu'est-ce qu'on leur propose en retour? Il n'y a pas de marché. Ça relève d'une gestion municipale approximative. Encore une fois, il n'y a pas de vision. Encore une fois, il n'y a pas de démarche participative. Si la définition des besoins était faite en associant les populations concernées, en l'occurrence les commerçants, on trouverait des critères de localisation des marchés qui conviennent. Je vais vous raconter quelque chose, une anecdote. Lorsque j'étais en poste à la mairie de Libreville, nous avions à l'époque un financement qui était prêt, mobilisé par l'Agence française de développement, qui était à l'époque la Caisse. Et on nous a demandé de trouver, pour désengorger le marché de Montboué, qui est complètement saturé, n'est-ce pas? C'est un grand fouillis. Qui est, à certains égards, vraiment, vous n'avez pas tort de prendre cette image, c'était vraiment, ça ressemble à un fouillis. Oui. Alors,
Encore qu'on m'a dit récemment qu'il y avait, j'ai pas eu le temps de le vérifier, qu'il y a quelques améliorations, qu'on arrive maintenant quand même à circuler plus ou moins. Ah, on a vu aussi un gros incendie là-bas. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Alors j'aurai l'occasion d'aller vérifier cela. Donc, Mombwe avait vocation à être spécialisé dans la vente des marchandises qui n'étaient pas des marchandises très encombrantes, pour éviter que les camions stationnent en désordre comme c'était le cas. Mais pour profiter du rayonnement spatial du marché de Mombwe auquel tout le monde était habitué, qui était un référent dans les paysages urbains, l'Agence française de développement nous demandait de trouver un terrain sur un rayon de moins d'1 kilomètre. Et nous avons identifié un site qui était malheureusement un site privé. On n'a pas pu accéder à ce terrain parce que même s'il était question de dédommager, d'utilité publique, et on a été incapable de faire entendre raison aux propriétaires du terrain. Donc, à certains moments aussi, il faudrait qu'on sache ce que l'on veut faire de la ville. Voilà une opportunité de financement qui s'est évanouie dans la nature par faute de disponibilité foncière. Si la mairie... Mais à ce moment, la puissance de l'État ne peut pas jouer? Si la mairie avait disposé d'un portefeuille foncier, si la mairie avait, comment dirais-je, la prérogative foncière, il n'y aurait pas eu ce problème. Elle aurait pris les instruments juridiques qui s'imposent, qui cadrent avec l'action à projeter pour pouvoir obtenir un terrain dans j'allais dire dans les dispositions qui avaient été recommandées. Donc, voyons la réalité en face, qui est celle d'un désordre urbain qui est observé de façon passive par l'ensemble des acteurs. Et nous, dans nos réflexions scientifiques, nous essayons d'analyser, n'est-ce pas, ces phénomènes de façon à ce que les décideurs, en dernier ressort, en prennent la quintessence et essayent de réorienter, n'est-ce pas, la construction de nos villes. Voilà l'objectif, entre autres, du colloque. Si les villes, leur progression, leur processus de développement, leur processus d'aménagement est repensé, si l'articulation territoriale entre le monde urbain et le monde rural est repensée et réorientée, on pourrait avoir une véritable politique de l'aménagement du territoire globale et cohérente. Ce n'est pas la conclusion de l'émission, parce que j'ai encore une préoccupation à faire jouer, c'est celle de la mobilité, des transports. On voit que dans nos villes, et particulièrement à Libreville, la question des transports se pose avec acuité. La mobilité est difficile. Oui, il en va de la mobilité comme de l'urbanisation en général, comme de l'assainissement. Mais là, c'est un endroit où, c'est un secteur où vraiment on ressent les choses de façon vive. Oui, ça se pose avec beaucoup d'acuité, simplement parce que on n'a pas eu la maîtrise de l'urbanisation. La ville s'est étalée, et si la ville s'étale, et si, comme vous le faisiez remarquer à juste titre, la population est majoritairement installée dans ces zones périphériques non intégrées au noyau historique de la ville, ça allonge les transports. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher, les transports coûtent cher. Il y a une autre dimension, c'est la dimension environnementale, la pollution de l'environnement. Puisque la plupart des véhicules sont des véhicules d'occasion que les gens utilisent. Et des petits véhicules. Et des petits véhicules. Pour faire le transport public. Qu'on appelle les clandos, n'est-ce pas? Ces véhicules-là sont très, très, très polluants pour l'environnement. Donc il y a un coût social, il y a un coût environnemental, il y a un coût économique. Ce sont des questions qui ont été débattues au cours du colloque. Alors avec des recommandations précises qui seront sûrement transmises aux décideurs. Voilà. Maintenant, on va aborder la question des recommandations. On en fait souvent à l'occasion à la fin des colloques. Et l'une des choses, moi, qui me fait sourire souvent, on dit, nous espérons que ces recommandations ne vont pas aller dans les tiroirs. Et puis, inexorablement, ça prend la direction des tiroirs.
Si vous m'avez bien suivi, Oui. si vous avez bien noté ma plaidoirie, c'est que nous espérons que les décideurs, parmi lesquels on retrouve les anciens universitaires, seront beaucoup plus attentifs à la production scientifique et que nous serons associés dorénavant à la mise en œuvre des projets de recherche intra-gouvernementaux. Parce Il y a peut-être des stratégies à mettre en place, non, pour que cela soit concret. Les stratégies se résument à la volonté politique d'associer les chercheurs, les universitaires, aux projets de développement qui sont initiés par le gouvernement. Nous devons pouvoir accéder à la commande des programmes de recherche. Donc, c'est une affaire de volonté politique. La stratégie, les modalités de mise en œuvre de cette stratégie ne relèvent que de la volonté politique. C'est pour cela que je plaide en faveur d'un repositionnement favorable des décideurs à l'égard de la communauté scientifique. Il ne s'agit plus aujourd'hui de laisser les universitaires se regarder entre eux, conserver les revues scientifiques et les ouvrages dans leur silo de spécialité, mais il s'agit maintenant de les solliciter. Il est souhaitable que le gouvernement, qui a bien voulu nous accompagner, parce que je veux dire que ce colloque a été parrainé par le ministre des Transports et du Tourisme. Et les représentants de différents ministères étaient présents. Les représentants des différents ministères étaient présents au colloque et ont pris effectivement part au débat. C'est donc une dimension nouvelle de nos rapports que j'espère pouvoir prolonger à travers une implication beaucoup plus active des universitaires au projet de développement initié par le gouvernement. Alors comment entretenir ce lien-là pour que justement ce que vous souhaitez se réalise? Je pense que les universitaires étant un tout petit peu en reclus, n'est-ce pas, il est souhaitable que les médias, pas seulement vous, mais les médias qui travaillent aussi bien à l'échelle panafricaine comme vous, mais aussi à l'échelle nationale, que les médias de plus en plus amènent les universitaires à sortir de leur milieu de production des savoirs scientifiques pour pouvoir les rendre accessibles. Parce qu'il faut bien savoir que les universitaires ont vocation à construire des concepts. Et les concepts qu'ils construisent gagneraient à être accessibles au plus grand nombre. On ne peut arriver à atteindre cet objectif que si les médias s'impliquent. Mais que les médias ne se découragent pas si les universitaires ne sont pas toujours visibles. Il suffit d'aller à l'université, aller dans les différents laboratoires. Ils sont là, ils travaillent quotidiennement. Alors, nous avons notre part de responsabilité parce qu'on ne vient pas aux médias, mais si les médias, par une attitude d'humilité, mais porteuse alors, allaient vers les universitaires pour les obliger à proclamer leur science, je crois que ça aiderait la communauté nationale. Eh bien, si les recommandations que vous avez faites sont prises en compte, dans quel délai vous voyez une transformation de Libreville? À l'échéance et à travers ça, moi je vois plein d'autres villes africaines. Les sociologues disent que chaque génération est un nouveau peuple. Pour avoir les nouvelles villes, il faut envisager la dimension générationnelle. Donc, je vois cette limite à l'horizon des 25 ans. Véritablement... Dans 25 ans. Dans 25 ans, c'est ce qu'il faut pour que l'on puisse mettre en place, n'est-ce pas, les modèles d'aménagement novateurs qui permettent véritablement d'avoir des villes et des territoires en général qui soient porteurs de développement. Et des villes où il fait bon vivre finalement. Et des villes où il fait bon vivre. En sécurité, avec tout ce qu'il faut. Avec des emplois, avec des logements décents. Absolument. Où on aurait complètement frappé d'invalidité tous les kystes de médiocrité spatiale qu'il y a dans nos villes. Vraiment, il faut y aller, il faut avoir le courage de le faire
pour pouvoir obtenir un résultat. Merci beaucoup, docteur Jean-Claude Ndongba. Merci beaucoup. Je pense que vous avez dit les choses comme il faut. Nos villes ont beaucoup de difficultés. Il y a aussi beaucoup de difficultés dans les relations scientifiques, politiques, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et je pense que tout ce que vous avez dit a été pris en compte et que cela va être appliqué. Eh bien, tout cela, vous le savez, doit pouvoir conduire au développement de nos villes et de nos pays. Merci beaucoup de votre intervention sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup aussi à vous d'être resté en notre compagnie. Nous allons nous retrouver pour un autre numéro de cette émission, Le Talk, sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.